Le féodalisme est un des concepts centraux pour comprendre l'organisation politique, sociale et économique de l'Europe médiévale. Bien que son application et sa signification exacte soient encore débattues par les historiens, ce système représente une réponse aux bouleversements qui ont marqué la fin de l'Ordre romain d'Occident et les premiers siècles du Moyen Âge. Enraciné dans un contexte d'insécurité, de fragmentation du pouvoir et de mutation des structures sociales, le féodalisme a façonné durablement les sociétés européennes jusqu'à l'époque moderne. Contexte de naissance du féodalisme. Après la chute de l'Empire romain d'Occident en 466, l'Europe se retrouva morcelée en une multitude de royaumes dits barbares, Wisigoths, Ostrogoths, Francs, Lombards, etc. L'unité politique et administrative de Rome s'effondra, laissant place à un monde ruralisé, où les villes perdirent de leur importance et où les réseaux commerciaux se rétrécirent considérablement. Les invasions et incursions des peuples extérieurs, vikings venus du nord, magyars de l'est, sarrasins du sud, accentuèrent ce climat d'insécurité au XIXe et au Xe siècle. Dans un tel contexte, les populations avaient besoin de protection militaire immédiate et de structures locales capables d'assurer leur survie. C'est dans ce cadre que se développa progressivement la logique féodale. La base du système féodal, le lien vassalique. Au cœur du féodalisme se trouve la relation personnelle entre un suzerain et son vassal. Ce lien, scellé par un rituel de hommage et un serment de fidélité, créait une relation d'obligation réciproque. Le vassal s'engageait à fournir des services militaires, hostes chevauchés, défense du château, et parfois des conseils au seigneur. Le suzerain devait en retour assurer la protection de son vassal et lui concéder une terre ou un revenu appelé fief. Ce système hiérarchique n'était pas centralisé. Il se construisait en réseaux complexes où chaque seigneur pouvait être à la fois vassal d'un seigneur supérieur et suzerain d'autres vassaux. Ainsi, se formait une pyramide féodale dont le sommet était occupé par le roi, même si, dans la pratique, son autorité réelle pouvait être limitée. Le rôle du fief. Le fief constituait la base économique du féodalisme. En général, il s'agissait d'une terre concédée par un seigneur à son vassal, en échange de la fidélité et du service militaire. Le fief n'était pas une simple donation, il symbolisait une relation de dépendance. Le vassal n'en était pas pleinement propriétaire, mais bénéficiait de son usage tant qu'il respectait ses obligations. Le non-respect des engagements, trahison, déloyauté, refus militaire, pouvait entraîner la confiscation du fief. Avec le temps, ces fiefs devinrent héréditaires, contribuant à la constitution d'une noblesse terrienne puissante, attachée à ses domaines et jalouse de son autonomie. La seigneurie, cadre de vie des paysans. Si le lien féodo-vassalique structurait les rapports entre les nobles, la seigneurie représentait la réalité quotidienne pour la majorité de la population, c'est-à-dire les paysans. La seigneurie comprenait la réserve seigneuriale, exploitée directement pour le profit du seigneur, les tenures, portions de terre confiées aux paysans en échange de redevances, de corvées et d'autres obligations. Les paysans pouvaient être libres ou serfs. Les serfs, bien que protégés, étaient liés juridiquement à la terre et soumis à de multiples contraintes. Taxes, interdiction de quitter le domaine sans autorisation. En retour, le seigneur leur assurait une certaine sécurité et la possibilité de subsister. Ainsi, la seigneurie n'était pas seulement une unité économique, mais aussi un cadre social et juridique, garantissant l'ordre et la survie dans un monde marqué par l'insécurité. Fragmentation et particularismes locaux. Le féodalisme entraîna une profonde fragmentation politique. L'autorité royale ou impériale se trouvait limitée par l'autonomie des seigneurs locaux, qui possédaient châteaux, armées privées et justice seigneuriale. Chaque château fortifié représentait un centre de pouvoir indépendant. Cette dispersion du pouvoir permit néanmoins une adaptation efficace aux conditions locales. Dans des temps de danger, la forteresse seigneuriale constituait un refuge pour les paysans environnants. Le système féodal se présentait donc comme une réponse pragmatique aux besoins de protection immédiate. Le rôle de l'Église dans la société féodale. L'Église joua un rôle central dans le monde féodal. Elle était à la fois une grande propriétaire foncière, un pouvoir spirituel et un acteur politique.
Les évêques et abbés pouvaient être suzerains, recevoir des fiefs et exercer une autorité temporelle sur des seigneuries ecclésiastiques. En parallèle, l'Église tenta de canaliser la violence féodale à travers des mouvements comme la paix de Dieu, au siècle, qui interdisait les violences contre les clercs, les paysans et les biens de l'Église. La trêve de Dieu, deuxième siècle, qui limitait les périodes où la guerre était permise, notamment en interdisant les combats le dimanche et durant les grandes fêtes religieuses. Ces initiatives traduisent la volonté ecclésiastique de moraliser la société féodale et d'imposer une certaine régulation à une aristocratie guerrière souvent violente. La culture féodale et la chevalerie. Le monde féodal donna naissance à une culture spécifique, dominée par la noblesse guerrière et ses valeurs. L'idéal chevaleresque associait bravoure militaire, loyauté au seigneur, piété chrétienne et protection des plus faibles. Les tournois, les chansons de gestes comme la chanson de Roland et la littérature courtoise reflètent cet univers aristocratique. La chevalerie devint un cadre de socialisation pour les nobles, tout en renforçant leur cohésion face aux paysans et aux villes. L'évolution du féodalisme. Le féodalisme ne fut pas un système immobile. Du IIe au XIIIe siècle, l'Europe connut une croissance démographique, une reprise des échanges et un essor des villes. Ces transformations affaiblirent progressivement le système féodal strict, car les rois cherchèrent à centraliser leur pouvoir et à réduire l'indépendance des grands seigneurs. Les bourgeoisies urbaines, enrichies par le commerce, contestèrent l'hégémonie de la noblesse terrienne. De nouveaux moyens militaires, archers, mercenaires, rendirent l'obligation vassalique moins essentielle. Le féodalisme entra ainsi en déclin, mais ses structures et ses mentalités restèrent profondément ancrées dans la société européenne jusqu'à l'époque moderne et dans certains pays jusqu'à la Révolution française. Les débats historiographiques sur le féodalisme. Il convient de rappeler que le terme féodalisme est une construction des historiens modernes. Au Moyen Âge, les contemporains ne parlaient pas de système féodal de manière théorique. Certains chercheurs, comme Marc Bloch, ont insisté sur la dimension sociale et économique du féodalisme, en mettant en avant le rôle de la seigneurie. D'autres, comme François-Louis Ganchoff, ont défini le féodalisme avant tout comme un système juridique fondé sur les relations de vassalité et de fief. Plus récemment, certains historiens contestent même la pertinence du concept, jugeant qu'il simplifie trop une réalité complexe et très variable selon les régions. Malgré ces débats, le féodalisme demeure un cadre utile pour comprendre la structuration de l'Europe médiévale. Le féodalisme fut à la fois un système de pouvoir, un cadre social et une organisation économique qui domina l'Europe médiévale pendant plusieurs siècles. Né de la nécessité de protection et d'ordre dans un monde en crise, il associait la hiérarchie vassalique entre nobles et l'exploitation seigneuriale des paysans. Ce système contribua à l'enracinement de l'aristocratie terrienne, à la montée des châteaux et à l'importance de l'Église comme régulateur. Mais il n'était pas figé. Son évolution accompagna les transformations de l'Europe jusqu'à son déclin progressif face à la centralisation monarchique et à la montée des villes. Le féodalisme, malgré sa disparition en tant que structure effective, a laissé un héritage durable dans la mémoire historique, les institutions et les représentations culturelles de l'Europe.